Ouais, c'est Bon- bon, ouais. Bonjour Céline Masson. Bonjour. Euh, Vous êtes professeur des universités et à notre grande surprise, vous avez décrit avec plusieurs collègues une nouvelle entité clinique dont nous allons publier d'ailleurs le texte à la suite de cette présentation que vous allez faire du texte, une nouvelle entité clinique qui se nomme angoisse de sexuation pubertaire, l'ASP. Et ce concept a été dégagé par différents spécialistes qui pratiquent en fait différentes méthodes, différentes pratiques. Pourquoi? Que se passe-t-il? Alors, merci de me donner la possibilité d'expliquer cette proposition clinique, effectivement, que nous avons rédigée à quelques-uns, notamment pédopsychiatres, psychologues, psychanalystes et thérapeutes comportementaux TCC et également un collègue linguiste. Nous avons souhaité dégager cette proposition clinique de la confusion qui règne actuellement dans notre société, dans des médias où voilà, politique se confond effectivement avec clinique. Donc, étant donné que nous sommes cliniciens, nous avons voulu faire une proposition afin de distinguer donc les adolescents en proie à des angoisses de sexuation pubertaire d'adolescents qui se présentent avec ce diagnostic de dysphorie de genre. Voilà, c'est ce diagnostic de dysphorie de genre dont nous voulons un tout petit peu nous éloigner, étant donné qu'il a créé beaucoup de confusion, et notamment de confusion entre des personnes transgenres, donc qui font des transitions adultes et euh, voilà qu'on appelait les personnes transsexuelles. C'est absolument pas de ça dont nous parlons. Nous parlons bien d'adolescents et notamment d'adolescentes, puisqu'en grande majorité, ces adolescentes en proie à des angoisses de sexuation sont des filles à 70, 75, 80%. Voilà un petit peu la raison de cet écrit que nous avons donc fait signer. Donc cette proposition est signée par plus de 100 professionnels, pédopsychiatres, psychiatres, pédiatres, endocrinologues, chirurgiens et d'autres spécialités médicales, mais aussi des psychologues, psychanalystes ou thérapeutes comportementalistes, ainsi que des chercheurs de différentes disciplines. Il nous a paru intéressant d'associer aussi des chercheurs non médecins et non psychologues. Voilà, donc cette proposition clinique que nous avons nommée ASP est bien destinée à distinguer les adolescents qui souhaitent changer de sexe car ils sont mal dans leur corps au moment de l'adolescence. Donc effectivement, ils s'autodiagnostiquent souvent trans alors c'est pas un diagnostic, mais en tout cas, ils se disent trans ou s'autodiagnostiquent dysphoriques de genre. Et nous avons vraiment voulu distinguer ces adolescents-là en détresse. Nos collègues anglophones parlent de gender distress. Nous avons trouvé que cette proposition est intéressante de gender distress, mais elle risquait, si nous traduisions par détresse de genre, de créer à nouveau de la confusion, étant donné ce mot de genre qui n'a pas la même, que nous ne pouvons pas traduire littéralement en français. Voilà la raison. Et donc, nous faisons l'hypothèse que ces adolescents, en grande partie, ne sont pas trans. C'est ce que nous disent nos collègues qui ont cette clinique. Nous l'avons, cette clinique aussi. Nous les rencontrons, ces adolescents en proie à ces angoisses, mais ils ne sont pas trans, mais ils s'identifient trans. Ils ont capté dans le social le signifiant trans. Et ils traduisent ainsi ce malaise au cours de l'adolescence. Voilà. Donc, dans ce texte, nous parlons bien de souffrance. Nous sommes tous d'accord sur l'idée que ces adolescents sont en souffrance. Nous devons tous trouver des solutions pour ces adolescents en proie à ces angoisses. Alors, nous avons au moins ce consensus clinique tous, c'est de trouver des solutions. Nous pensons que la solution de dire qu'ils sont des garçons et de leur
d'accéder à leurs demandes, de changer leur prénom, leur pronom, n'est pas la solution, parce que ça risque effectivement de les entraîner vers une demande de transition médicale, parce que changer de prénom et de pronom, ça crée. Nous allons créer de la dysphorie de genre et ils vont être embarqués, effectivement, entraînés à changer, à faire des interventions sur leur corps. C'est même ce que nous disent ces adolescents, ceux qui sont revenus un peu en arrière en disant, mais en fait, je ne savais au fond de moi que je n'étais pas un garçon, hein, pour des filles, et en fait, en changeant mon prénom socialement, j'ai créé cette dysphorie de genre. En fait, ce sont les personnes eux-mêmes qui nous le disent. Vous voyez, on a des témoignages, que ce soit d'adolescents ou de parents. Donc voilà pourquoi il nous fallait trouver une solution nous-mêmes et une proposition clinique, pour que nos collègues aussi n'aient pas peur, parce que ça, cette question-là a créé beaucoup de peur et a créé beaucoup de sidération chez les cliniciens, que ce soit les pédopsychiatres ou les psychologues, nous l'ont dit, nous ont eu très peur, et ça a créé de la sidération parce que ces adolescents ont des propos parfois très radicaux, avec des demandes très radicales, et on peut comprendre nos collègues, hein, qui sont parfois très mal à l'aise avec ces discours et qui ont surtout peur d'être frappés de transphobie, parce que si vous n'accédez pas non plus à la demande de changer de genre, on peut aussi être accusé de transphobie et d'autres accusations dont je parlais dont je ne parlerai pas ici. Alors, cette proposition, ce qu'il y a dans le texte, pour être très clair dans notre proposition, nous faisons cette proposition se décline en 3 points. D'abord, nous donnons un contexte social, sociopolitique et idéologique, que nous avons appelé une description prosélyte. C'est-à-dire qu'effectivement, en raison depuis 10 ans d'un mouvement activiste qui s'est efforcé de définir des droits et des normes de soins médicaux pour les personnes qui s'estiment, qui se déclarent transgenres, cette demande s'est du coup appliquée à tout le monde, et nous n'avons plus fait la distinction entre la nécessaire lutte pour les droits des personnes trans, qui est absolument nécessaire, que ces personnes transgenres à l'âge adulte puissent être protégées avec des droits. Ça, nous en revenons pas sur ça, ça n'est pas notre propos. Donc absolument, lutter contre la transphobie, c'est une évidence. Mais il ne faut pas confondre non plus avec, encore une fois, la nécessaire protection aussi d'enfants, d'adolescents qui ne deviendront pas trans. Voilà. C'est très difficile, hein, cette question. Voilà. Nous faisons, dans ce premier point, nous distinguons ceci, hein, du ressenti, voilà, du ressenti à l'adolescence, de la volonté pour un adolescent aussi de trouver des identités, parce qu'à l'adolescence, c'est le moment où on se cherche, c'est le moment où on essaye des identités diverses, et peut-être l'identité de genre, de bien faire la distinction des personnes adultes, des personnes trans qui vont lutter pour les droits, mais nous ne pouvons pas appliquer ces droits, et nous ne pouvons pas confondre droits pour les personnes trans avec l'interrogation et les métamorphoses pubertaires. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est de dire, nous en venons après au diagnostic de dysphorie de genre, qui est un diagnostic que nous avons, qui est commun à tous les professionnels, médecins et psychologues du DSM. C'est la dysphorie de genre qui a effectivement remplacé le transsexualisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dysphorie de genre a même, dans la CIM 10, la CIM 11, on parle même d'incongruence de genre et plus de dysphorie de genre. Donc nous voulons, nous, plus parler de dysphorie de genre. Voilà. Encore une fois, c'est une nouvelle proposition pour des adolescents qui ne vont pas rentrer ni dans dysphorie de genre, ni dans incongruence de genre, mais encore une fois, des adolescents que beaucoup de collègues rencontrent, qui sont des adolescents qui, encore une fois, vont capter dans le social, vont se faire caisse de résonance du social et adopter ce signifiant-là de trans, ou alors se dire garçon, ou pour un garçon se dire fille. Voilà. Nous appuyons, et ça il faut le dire aussi, sur le rapport final de la pédiatrie Larry Cass, qui vient d'être publié en Angleterre, dont nous devons
tous, à mon avis, tous les cliniciens doivent euh, consulter ce rapport de 400 pages très important qui a été diligenté par le NHS, le National Health Service, le service de santé britannique, pour effectivement trouver aussi des solutions pour ces adolescents en détresse de genre, parce qu'elle aussi parle de gender distress. Donc voilà, elle dit, Hilary Cass, que ce diagnostic de dysphorie de genre ou d'incongruence de genre n'a aucune valeur prédictive. Cela signifie quoi? Qu'un jeune, quel que soit son âge, peut remplir tous les critères diagnostiques au jour J, mais aucun critère fiable ne permet aujourd'hui de savoir si ce sera toujours le cas plus tard dans les prochains mois et les prochaines années. Ce qui nous oblige à la prudence, ce qui nous oblige tous, professionnels, médecins et psychologues, psychanalystes, à la plus grande prudence. Voilà le point 2 que nous développons. Et enfin, le point 3, nous faisons cette nouvelle proposition clinique, donc ASP, l'angoisse de sexuation pubertaire, qui décrit et qui nous permet de formaliser cette forme de malaise adolescent que nous nommons à présent ainsi. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un trouble caractérisé par le rejet massif et persistant des changements corporels contemporains de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ce rejet est accompagné d'un sentiment donc de détresse, qui rend l'habituation au changement du corps particulièrement problématique. Ainsi, donc, ces adolescents, et encore une fois, j'insiste sur les filles, parce que ce sont en majorité des filles, rejettent des parties de leur corps et le rejet se porte pour les filles sur leur sein. C'est assez frappant ce que nous rencontrons dans la clinique, à quel point ces filles ne supportent pas certaines parties de leur corps et notamment leur sein. C'est pourquoi vous les voyez s'habiller avec des vêtements très larges et masquer leur sein, parfois en écrasant leur poitrine avec des brassières, des binders, comme on dit, ou encore d'autres artifices pour dissimuler cette poitrine. Et il faut aussi souligner, c'est un élément clinique, ces filles ont énormément de mal à voir leur corps dans le miroir ou par exemple sous la douche. C'est des moments de grande détresse. Là, ce sont des signes cliniques pour nous importants qui vont nous permettre ce diagnostic d'angoisse de sexuation pubertaire qui porte donc beaucoup sur les changements du corps de l'adolescent. Donc, rejet et détresse peuvent s'exprimer par un ou une plusieurs manifestations qui vont avoir un impact sur la vie sociale et familiale du jeune que nous décrivons précisément dans ce texte et que je vous invite donc à lire. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoutez, c'est nous qui vous remercions, euh, Cécile Masson, de ce résumé et en même temps vous avez éclairé comme ça les champs sociaux, idéologiques et cliniques de ce grave problème qui traduit probablement quelque chose qui est aux bases même de notre culture. Peut-être que cela traduit un malaise dans la culture. Euh, Bien, c'est un vaste problème, mais nous, au comité de rédaction du site, nous insistons sur l'aspect clinique de votre démarche. Si nous ne voulons pas nous situer dans un aspect polémique, militant, idéologique. Euh, Ce que nous tirons comme conclusion, c'est que la rencontre clinique avec des spécialistes de différents horizons montre qu'il faut sortir de cette dysphorie de genre pour affiner l'écoute et la relation avec les familles et ces adolescentes pour leur proposer une véritable prise en charge, euh, comme le souligne la fin de l'article que vous avez rédigé avec plusieurs personnes qui sont d'une certaine façon extrêmement compétentes, dont certaines d'ailleurs sont très connues. Écoutez, nous vous remercions de ce court interview et j'espère que nous aurons l'occasion de collaborer ultérieurement sur des sujets
identiques ou sur des sujets voisins.